Bientôt 14 h sur LCI. L'OTAN décrit cette situation comme incroyable. La Russie, après un an de guerre en Ukraine, aurait perdu 200 000 soldats. Plus de 60 000 d'entre eux seraient morts et les autres tout simplement blessés ou inaptes au combat. On en parle avec Mariana Perez-Benessiou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, avec également Pierre Ménat, diplomate, ex-conseiller Europe de Jacques Chirac, et Alain Juppé, auteur de L'Union européenne et la guerre. Bonjour à vous. Bonjour. Gaïd Minassian, journaliste au Monde et enseignant en relations internationales à Sciences Po. Bonjour à vous. Vous êtes également auteur des Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre? Il y a avec nous également Jean Radvani. Bonjour à vous. Vous êtes géographe et géopolitologue, spécialiste de la Russie, du Caucase et de l'espace post-soviétique. Auteur également de Russie, un vertige de puissance. Quand on voit ces chiffres qui semblent un petit peu dingues, est-ce que 200 000, on pourrait encore être en deçà de la vérité, selon vous? En fait, on n'en sait rien. Je pense que vraiment, on ne sait pas les chiffres. Pour l'instant, les chiffres qu'on a, c'est des chiffres ukrainiens ou c'est des chiffres de l'OTAN. Ils ont leur mode de calcul, mais je pense qu'il y a plusieurs guerres. Il y a une guerre armée, avec beaucoup de victimes. C'est la Russie qui est l'agresseur. C'est l'Ukraine et c'est les Ukrainiens qui souffrent. Mais on est en même temps dans une guerre de propagande, une guerre pour les médias. Et là-dedans, évidemment, chacun a sa version. Et quels sont les chiffres? On les saura probablement dans quelques années, les vrais chiffres. Donc voilà, c'est possible. Et en même temps, c'est incertain. Gaïd Minassian. Depuis 1945, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est le conflit le plus meurtrier en termes de guerre interétatique. Je m'entends, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de morts pendant la guerre en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Mais là, en termes de guerre interétatique, donc entre deux États, c'est le conflit le plus meurtrier depuis 1945. Et encore une fois, on ne sait pas et on est loin c'est loin de s'arrêter. Donc effectivement, c'est énorme. C'est peut-être pas 200 000, c'est peut-être un peu moins, un peu plus, mais en tout cas, faut compter à peu près souvent un mort, 3 blessés ou un mort, 4 blessés. Ouais. Donc là, s'il y a 60, 70 000 morts du côté russe, ben, vous faites x2, x3 pour les blessés. Et donc oui, c'est monstrueux. Mariana Perez-Benessiou. Oui, alors justement, c'est intéressant qu'on ait sorti justement sur ces éléments qui nous permettent éventuellement de chiffrer un tout petit peu. Et ces calculs, ils sont justes. Premièrement, on sait qu'il y a une certaine proportion entre l'assaillant et celui qui se défend. Donc forcément, l'assaillant, il a systématiquement plus de pertes, et ensuite il y a toujours des proportions assez classiques entre ceux qui sont morts et ceux qui sont blessés, mais il y a une particularité de l'armée russe et particulièrement pour l'année dernière qui nous permet de penser que ces chiffres, si elle inclut également les blessés, donc dans une condition hors combat, peuvent être vrais. Pourquoi? Parce que la Russie a un point faible, c'est la médecine de guerre. Et on sait très bien qu'ils évacuent leurs blessés assez lentement, pas assez rapidement, et qu'ils ne sont pas pris en charge aussi bien que possible, ce qui fait qu'il peut y avoir plus de blessés, voire plus de blessés graves que ce que les proportions habituelles peuvent indiquer. Tout simplement du fait que les blessés légers, par exemple, ne sont pas pris en charge rapidement, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a surtout le fait que il y a deux conceptions des combats différentes. C'est-à-dire que l'armée russe, de façon assez traditionnelle, comptait peu les hommes, parce qu'elle en a beaucoup, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de réserves. Il y a quand même 140 millions d'habitants, alors que les Ukrainiens, au contraire, ils savent qu'ils n'ont que 40 millions, un peu moins même, d'habitants. Et donc, les réserves en hommes mobilisables sont beaucoup plus faibles et ils font très attention, évidemment, à en perdre le moins possible. Ce qui était aussi la stratégie, par exemple, des Américains en Irak, d'essayer d'avoir le moins de victimes possible. Les Russes sont dans un état d'esprit et une organisation différente de ce point de vue-là, qui est plus coûteuse en hommes. Pierre Ménat, effectivement, la Russie ne comptait pas ses hommes au début, sauf que maintenant elle a du mal à en trouver. Alors j'imagine que bien sûr ce chiffre de l'OTAN, il n'arrivera pas jusqu'à la société russe, mais malgré tout, pour mobiliser des gens, ça va encore être compliqué. Oui, c'est énorme en fait. Quand on regarde ces chiffres, est-ce qu'ils sont exacts? Je ne sais pas, mais ça représente à peu près 40% des effectifs engagés, de ce qu'on sait des effectifs engagés. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc, mais on a vu, en effet, moi je suis d'accord sur le fait qu'on a vu que la tactique, la stratégie et la tactique utilisée par l'armée russe font que l'infanterie est mise en avant.
On a vu d'ailleurs que quand l'artillerie est mise en avant, ils perdent beaucoup de chars, donc de plus en plus l'infanterie est mise en avant, ce qui cause beaucoup de pertes, effectivement. Et après, vous avez raison, la capacité de mobilisation n'est pas infinie, même si il y a encore des réserves. D'autant qu'en plus, sur le matériel, on nous dit aussi que la Russie a perdu 2000 gros chars de combat, c'est considérable, et également qu'elle tirerait en moyenne 23 000 obus d'artillerie par jour. C'est une moyenne, évidemment, mais quand on entend ça, on se dit qu'effectivement, elle ne pourra pas tenir ce rythme bien longtemps, la Russie. À ce rythme-là, peut-être pas, mais elle est déjà en économie de guerre depuis moins d'un an. Donc derrière, il y a les machines qui fonctionnent. Donc ça peut tenir, peut-être pas, encore une fois, peut-être pas à 20, 23 000, 25 000 par jour, mais oui, parce que rien que 2000 chars, c'est un stock qu'elle ne pourra pas refaire. C'est-à-dire qu'il y a une industrie militaire très importante en Russie, elle a été relancée depuis de nombreux mois, elle a des capacités de production très importantes et il faut tenir compte aussi que ce sont souvent des armes moins sophistiquées, donc plus faciles d'une certaine façon à construire et donc à refournir les stocks, alors que du côté occidental on a des armes plus sophistiquées, sans doute plus efficaces, mais plus coûteuses et plus difficiles à reconstituer. Et de ce point de vue-là, les Russes sont probablement sur le long terme un avantage en termes de mobilisation de l'économie de guerre. Pierre Ménard. Oui, en fait on parle beaucoup, parce que c'est mis sur la table, c'est mis en lumière, on parle beaucoup des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et on ne parle pas beaucoup de l'approvisionnement de la Russie, parce que c'est un auto-approvisionnement, principalement. Il y a aussi quelques importations, mais c'est de l'auto-approvisionnement. Donc, et quand on dit qu'ils se sont mis en économie de guerre, ça fait des années, en fait. Ça fait depuis au moins 2014 qu'ils sont en économie de guerre, qu'ils avaient coupé un certain nombre de liens avec le monde extérieur. Et donc, c'est vrai qu'ils ont des capacités que nous ignorons dans leur volume, mais qui sont réelles. Puisque vous parlez d'armes, on est en direct avec Michel Polaco, expert en aéronautique et en questions de défense. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. Pour la première fois, la Russie utilise de nouvelles bombes dites planantes contre l'Ukraine. C'est quoi au juste? C'est une bombe téléguidée? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Attendez, on m'a parlé tout à l'heure de bombes thermobariques. Alors les bombes planantes, c'est autre chose. La bombe classique, si vous voulez, elle était larguée depuis un avion, depuis la guerre de 14, et elle tombait par gravité, pointe à la ligne. Depuis, on a fait évidemment énormément de progrès. On a rajouté sur des bombes des systèmes de guidage, GPS par exemple. On a rajouté des ailettes, et donc on a transformé ces bombes en appareils qui ont une certaine capacité de vol et donc de trajectoire qui les éloigne du lanceur, de l'avion lanceur. Mais généralement, c'est lancé avec des avions, les bombes planantes. Alors maintenant, ça peut être lancé effectivement aussi avec des missiles. Mais si vous voulez, la bombe planante en soi n'est pas une énorme nouveauté. Et en tout cas, dans le conflit ukrainien, elle n'a pas un intérêt considérable. Sinon que, comme on le sait, les Russes utilisent extrêmement peu le ciel d'Ukraine, qui est très dangereux pour eux. Et par conséquent, ils utilisent au maximum des lance-roquettes, des lance-missiles pour envoyer sur le territoire ukrainien des armes qui ont des effets dévastateurs. Alors le sujet, moi, dont on m'avait demandé de vous parler, c'était les armes thermobariques. Et c'est vrai que les armes thermobariques ont un effet très très dévastateur. Et si vous voulez, autant une bombe de 250 kg, qu'elle soit planante ou pas planante, va avoir des effets sur les objets, sur les bâtiments, etc. Mais des effets assez réduits sur les habitants, sur les citoyens, à moins qu'ils soient évidemment dans la proximité. Autant les armes dites thermobariques ont des effets assez éloignés, des effets de souffle qui sont assez considérables et qui font des dégâts importants à la physiologie humaine. Alors je suis navré, Michel Polaco, qu'on ait peut-être mal raccroché les wagons quand on vous a demandé d'intervenir ici, parce que nous, effectivement, on voudrait, effectivement, cet après-midi, parler bel et bien de ces fameuses bombes planantes. Alors, nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un modèle imaginé pendant la Première Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Ça semble pas être une technologie d'une prime fraîcheur, si j'ose dire. Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'était pas l'Allemagne nazie, hein, on est d'accord. Mais Première Guerre mondiale, les bombes étaient franchement pas planantes. Hein. Il y a absolument... c'était comment dirais-je, la naissance des bombes. On a commencé quasiment avec des fléchettes et puis on a continué avec des bombes. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on a développé des modèles de bombes très nombreux
dont certaines étaient capables, larguées depuis un avion, de s'éloigner de l'avion jusqu'à 50, 60, 70 km. Ça dépendait de l'altitude à laquelle se trouvait l'avion. Bon, ces bombes-là, aujourd'hui, on en fait comme on fait des missiles, et il est possible de déployer sur ces bombes des ailettes qui vont permettre de les diriger, ou elles vont être dirigées par des systèmes automatiques, et donc elles vont avoir la possibilité de s'éloigner énormément du lanceur. Ce qui est intéressant parce que ça met le lanceur à l'abri de la cible qui va le recevoir. Bon, évidemment, sur le territoire ukrainien, c'est relativement limité parce que si les Russes veulent pouvoir tirer très loin, il faut qu'ils fassent ça depuis leur espace aérien, donc il faut qu'ils montent à assez haute altitude. Et vous savez qu'il y a énormément d'appareils de l'OTAN. Je parle d'abord des avions de type AWACS, des avions d'écoute électronique, les avions de renseignement et éventuellement les systèmes satellites qui sont capables de les détecter. Et on sait aussi que les Ukrainiens disposent aujourd'hui de missiles qui leur ont été donnés par les Américains et par les Français et par les Britanniques qui permettent quand même d'abattre des avions à des distances assez élevées. On peut aller à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est la lutte entre l'épée et le bouclier. Et il y a des moments où si l'épée se met trop à découvert, elle risque d'être détruite avant même que son effet sur le bouclier se soit avéré. Vous avez eu raison de me corriger ce que je voulais dire. Effectivement, j'ai peut-être mal exprimé ma pensée. C'est que ce système avait été en effet pensé pendant la Première Guerre mondiale, mais ensuite mis à l'étude et commencé à être réfléchi en projet, en tout cas, lors de la Seconde Guerre mondiale sous l'Allemagne nazie, en effet. Malgré tout, pendant la guerre d'Espagne, on peut dire aussi. Ah bah écoutez, ça vous me l'apprenez, merci pour ces informations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mine de rien, avec ce retard à l'allumage, si je veux dire, sur ce modèle, ça veut quand même dire qu'en Russie, on utilise des armes qui sont pas franchement d'une modernité étincelante, et que ça nous montre quand même que même lorsqu'on veut innover, sortir de nouveaux projets, on fait encore référence à des modèles des guerres précédentes. Le cycle de fabrication des armes est un cycle qui peut être extrêmement long. N'oubliez pas que les missiles Milan que nous avons donnés aux Ukrainiens pour leur permettre de détruire des chars russes sont des missiles qui se vendaient très bien à la fin des années 70, début des années 80, et qui étaient utilisés par les Britanniques pendant la guerre contre les Argentins lors de la prise des îles Malouines. Vous voyez, on est en 1980, 81, quoi, vous voyez. Donc le cycle d'une arme, ça peut être 30 ans, 40 ans. Et le cycle de fabrication d'une arme, c'est toujours au minimum une dizaine d'années. Mais parfois, c'est beaucoup plus long que ça. Donc il ne faut pas être étonné de voir aujourd'hui sur le terrain ukrainien des armes qui ont quelques décennies derrière elles. C'est pas très étonnant. Et de même, c'est pas étonnant que les Russes utilisent d'abord et en priorité les chars de la guerre froide, tous les T-62, T-70, les T-80 étant plutôt parmi les plus modernes, avant de faire sortir les appareils un peu plus modernes qu'ils ont développés depuis la fin de la guerre froide. Tout le monde essaye d'utiliser d'abord et en priorité les armements qui de toute façon sont en train de devenir obsolètes, et donc ça leur donne une deuxième vie, si on peut dire. Une toute dernière question, Michel Polaco. Je sais bien qu'il s'agit là d'une bombe et non pas d'un missile. Malgré tout, le fait qu'elle soit guidée, ça la fait fonctionner presque comme un missile. Je crois qu'on est sur 40 km de portée pour cette fameuse bombe planante. On est à 80 km pour un HIMARS et 60 pour un Patriot. Est-ce qu'on est là aussi pas encore complètement en retard niveau russe? Non, alors si vous voulez, il faut distinguer. Le missile, c'est un porteur. Au bout du missile, vous mettez une charge. La bombe, c'est une charge. Et a priori, elle est non motorisée, si on peut dire. Bon, alors maintenant, on est arrivé à peu près tout mélanger. C'est-à-dire qu'au bout des missiles, on met des charges, et on met des charges qui sont capables d'avoir une petite vie en autonomie. Sur les bombes, on met des systèmes d'aide à la navigation, on met des gouvernes en quelque sorte, on met des gouvernes qui permettent à ces bombes de se diriger, et on leur met des GPS qui leur permettent d'atteindre des cibles qui ont été visées. Donc oui, tout le monde a ce genre de panoplie aujourd'hui. Enfin, quand je dis tout le monde, je veux dire tous les grands pays, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. La Chine, pour une partie, ont ce genre d'armement.
Alors on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une escalade, simplement il est bien évident que les Russes, qui probablement ont des stocks qui sont limités, sont obligés d'utiliser un petit peu tous les armements qu'ils ont dans leur panoplie, pendant que par derrière, l'industrie d'armement fabrique les armes qui seront sans doute, selon eux certainement, les plus adaptées à la suite du conflit. Quelle sera la suite du conflit? Je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Et non. On s'attend plutôt à une suite un peu faisant appel à des appareils aériens. Hein. On s'étonne que la guerre n'ait pas lieu dans le ciel du tout, et encore moins dans l'espace. Mais il est bien évident que pour l'instant, on est toujours dans une guerre d'artillerie, de toutes les artilleries, du solaire, du air-sol, mais c'est quand même une guerre d'artillerie. Merci beaucoup Michel Polaco, je vous libère et je vous promets qu'une prochaine fois on parlera bel et bien des armes thermobariques avec vous. Merci en tout cas. Marina Perez-Benessiou, ces armes elles font pas extrêmement peur malgré tout. C'est une arme évidemment, donc c'est létal et évidemment c'est fait pour, on l'a bien compris. Malgré tout on n'est quand même pas sur le fleuron de l'armement mondial. Voilà, non mais il me semble que c'est ce que Michel Polaco vient d'expliquer, que cela n'échangera pas grand-chose. Est-ce que c'est significatif de quelque chose? Là on venait de parler des armes et des armes dont les stocks s'amenuisent. Alors premièrement, il ne faut ni sous-estimer ni surestimer l'arsenal russe. Premièrement, il y a certaines armes et certaines munitions que les Russes ont de l'époque soviétique dans des quantités quasi illimitées, et même si cela est assez, le mot ce n'est pas démodé, dépassé technologiquement, ça reste quand même des armes mortelles, donc dangereuses. Les Ukrainiens ne sous-estiment absolument pas ça. Quand ils demandent plus d'armes pour les Ukrainiens, il y a des raisons à cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi se dire que des armes moins avancées du côté russe, ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle pour l'Ukraine, les Ukrainiens ou les civils. Surtout pour ceux qui sont... Pour donner l'idée de missiles, parce qu'on a déjà aussi parlé de missiles, la Russie avait un nombre très limité, et là pour une fois nous pouvions plus ou moins avoir l'idée de l'arsenal, de stock. La Russie avait un nombre limité de missiles à haute précision. Elle a épuisé ses stocks au-delà de ce qui était possible, parce qu'il faut toujours garder quand même une partie des stocks pour la défense aérienne, et ce qui fait que l'Ukraine est bombardée avec des missiles qui ne sont pas guidés avec une telle précision et dont la Russie que la Russie a en quantité, mais ce qui augmente le nombre de victimes parmi les civils ukrainiens, par exemple, à cause du manque de précision des frappes. Donc il faut toujours regarder au cas par cas, arme par arme, type d'arme par type d'arme. Ce n'est pas un domaine où on peut tirer des conclusions faciles. Même pour les chars, il y a des chars, effectivement, la Russie utilise de plus en plus de chars extrêmement vieux de l'époque soviétique, et par ailleurs les modèles qui étaient parfois peu utilisés par l'Union soviétique elle-même, parce que fabriqués et déjà considérés comme peu fiables ou peu... Mais ça reste de chars, ça reste une arme mortelle. Il y a aussi Wagner de l'autre côté, parce que ça c'est l'armée régulière. Il y a également Wagner qui continue d'avancer doucement à Bakhmout. Et alors, selon un dernier rapport, il est peu probable, je cite, que les forces russes encerclent Bakhmout bientôt. C'est ce qu'a déclaré l'Institut pour l'étude de la guerre. Très franchement, Jean Radvani, on n'y comprend plus rien. Hier, on nous disait encore que l'armée ukrainienne opérait un retrait. Aujourd'hui, on dit non, finalement, on s'est peut-être un petit peu trompé, peut-être qu'on a un petit peu accéléré la cadence. On n'est pas du tout certain que la Russie arrive à encercler. On en est où ? On ne sait pas où on en est. Enfin si, il y a des gens qui savent. Ceux qui contrôlent les Américains d'une part, les Russes d'autre part. Encore que chez les Russes, évidemment, les gens de Wagner s'opposent à l'état-major officiel, donc c'est un peu compliqué. Le commun des mortels, et dont nous, on ne sait pas où on en est, et on le saura à l'issue de ce conflit. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que Prigojine, le patron de Wagner, a quelques soucis en Russie, puisqu'il a été critiqué de façon extrêmement virulente par un gouverneur d'une des régions les plus qui produisent les armes, la région de Sverdlovsk, ce qui laisse penser qu'en haut lieu, il y a des gens qui commencent à être un peu fatigués des rodomontades de Prigojine, qui a déclaré depuis des mois déjà qu'il avait pris Bakhmout. L'élimination. Oui, effectivement.
c'est très difficile d'y comprendre quelque chose. Je suis d'accord. Maintenant, il y a une part d'intox aussi de part et d'autre. Bakhmout va tomber, Bakhmout va résister, Bakhmout va tomber. Pour l'instant, on attend, on ne sait pas. Donc c'est très difficile. Maintenant, Wagner a peut-être fait ça, pardon, Prigojine a peut-être fait ce qu'il a fait pour obtenir plus d'armement, de munitions et d'emmagasiner, je dirais, un capital sympathie en Russie. Moi, j'avais dit ici sur votre plateau que rien n'était fait pour Bakhmout et surtout les tensions à l'intérieur du dispositif militaire russe. Il fallait vraiment y insister parce que Wagner n'est pas considéré par l'armée russe comme une milice si fiable que ça. Cette milice a son propre agenda. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les soldats ukrainiens, de leur côté, disent à Bakhmout que la situation commence à être effectivement un peu compliquée, qu'ils sont fatigués, que la résilience a effectivement... Il y a des troupes d'élite qui ont été... des troupes d'élite ukrainiennes qui ont été déployées à Bakhmout. Alors, est-ce que les Ukrainiens veulent gagner du temps? Est-ce qu'ils veulent absolument priver la Russie de cette victoire tactique d'un point de vue moral? Sûrement. Et puis aussi, je pense que les Ukrainiens qui ont un manque d'effectifs ont tout intérêt à mesurer aussi cette dépense d'énergie, mais c'est un jeu un peu d'équilibre. C'est d'un côté, il ne faut pas donner une victoire tactique à la Russie, mais de l'autre côté, il faut aussi ménager nos troupes. Alors, un an de guerre, on l'a dit, c'est long évidemment, mais dans le Donbass, on se bat contre les indépendantistes russes depuis 2014. Claire Cambier et Vincent Wartner ont rencontré ceux qui vivent littéralement entre treillis et ce qui se faufilent entre les mines depuis près de 10 ans. Regardez. Bogdan nous emmène sur une position de son unité d'infanterie. Un pas en dehors du sentier peut être mortel. Ici, il peut y avoir beaucoup d'obus de mortier qui n'ont pas explosé. Des mines ont également été posées il y a parfois de cela des années, car ce front n'a pratiquement pas bougé depuis la guerre du Donbass. Ces tranchées ont été creusées en 2019. On est à 500 mètres des positions russes. Ils ont pris les terrils, donc ils sont sur une position intéressante pour la défense, mais pas pour l'attaque. Le relief est aussi favorable aux Ukrainiens. À part quelques échanges de tirs, le front est calme. Le plus difficile pour eux aujourd'hui, la boue. C'est vraiment difficile de combattre dans ces conditions. L'arme devient sale, on doit la nettoyer pour pouvoir tirer, et c'est difficile de bouger. Si Bakhmout tombe, la pression pourrait s'accentuer sur ce front. Quand ils ne tiennent pas leur position, c'est ici que les soldats de la 24e brigade se reposent. Ces installations datent de 2015. Bogdan combattait déjà à l'époque. Les problèmes ne datent pas de l'année dernière, ils datent d'il y a 10 ans. J'ai beaucoup d'amis qui ont développé des problèmes psychologiques. Certains ne sont plus avec nous aujourd'hui, ils sont morts. Une guerre qui dure et qui a pris en février dernier une autre dimension. Au sein de la brigade, des tireurs de mortier assurent 1 kilomètre plus loin la défense des premières lignes. Les combats ne sont pas très intenses ces temps-ci. Leur priorité, c'est Bakhmout. Ces hommes sont postés dans un village depuis 1 mois. Dans cette région, la cohabitation avec les habitants n'est pas facile. Avec les jeunes, c'est plus simple. Ici, c'est 50% pour l'Ukraine, 50% d'âmes perdues. Une population divisée, marquée par des années de guerre. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va voir comment Poutine essaye de surfer sur l'héritage de Staline. Staline qui est mort il y a 70 ans jour pour jour. À tout de suite. Retrouvez votre programme.